Salut! Aujourd'hui je vais vous parler de tarot et plus particulièrement du tarot qui est tout le temps avec moi, que je trimballe pratiquement partout, c'est le tarot steampunk, c'est mon tarot chouchou. Alors je l'ai depuis un peu plus de 2 ans et jusqu'ici il n'a pas été détrôné, c'est vraiment celui avec lequel je lis le plus souvent et que je vais beaucoup utiliser aussi pour lire avec les autres. Alors ce tarot, il reprend l'esthétique de la mode steampunk, donc c'est-à-dire des images assez sombres, une esthétique assez sombre, mais il n'est pas sombre dans son essence, dans le sens où pour moi il reste quand même assez axé sur le positif, il va pas explorer de façon très poussée l'ombre. Mais c'est plus la poésie du monde steampunk qui est mise en avant avec ce jeu. Alors, quelque chose à mettre en avant, c'est aussi le bouquin, qui est un vrai bouquin, qui est quand même assez bien foutu, 300 pages quasiment. Et Barbara Moore, c'est quand même quelqu'un qui fait les choses bien quand elle fait un tarot, elle donne de très bonnes explications. Pour chaque carte, vous avez quand même de la matière. Le seul reproche que je lui ferais, ce serait peut-être d'avoir une vision peut-être un peu simpliste de chaque carte qui va pas pousser assez la réflexion pour aller dans plusieurs interprétations différentes de chaque lame. Mais bon, là, je suis vraiment en train de pinailler. Et je pense que ce défaut, ça amène aussi une qualité qui est que ce tarot reste assez accessible pour les débutants. Donc l'un dans l'autre, vous allez pouvoir vous y retrouver. Alors je vais vous montrer quelques cartes que je trouve intéressantes dans le jeu et qui montrent un peu la saveur particulière qu'apporte ce tarot quand on peut lire avec lui. Alors dans les majeurs, j'aime beaucoup la carte du magicien. Alors pourquoi je l'aime beaucoup ce magicien? Parce qu'il a la même tête que Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan, et moi ça me fait beaucoup marrer quand je sors cette carte parce que je pense tout de suite à Anton LaVey et du coup ça donne un côté un peu subversif à ce magicien qui peut parfois dans d'autres jeux être plus insipide et du coup j'aime bien son côté un petit peu plus satanique, ça me fait beaucoup marrer, voilà. Après vous avez une autre carte aussi qui d'habitude me plaît pas beaucoup dans d'autres jeux, qui est la carte du hiérophante ou du pape. Et j'aime bien ce hiérophante parce que ça a l'air d'être le bon papy qui transmet son savoir aux jeunes générations. Et on le voit avec ses bouquins, sa pomme, les clés au sol. Et puis son côté très bienveillant, il dégage vraiment ce côté un peu Dumbledore que j'aime bien. Alors que dans d'autres jeux, le hiérophante ou le pape vont avoir un côté plus faux, comme s'ils étaient plus dans un endoctrinement qu'un partage, et donc ce hiérophante là il me plaît beaucoup, il a un côté plus sympathique. Alors il y a aussi la carte de la mort, elle est très belle cette mort, et c'est assez intéressant d'avoir une mort qui est une jolie jeune femme avec une apparence très douce, parce que du coup ça retire le côté effrayant qu'on a parfois avec tous les squelettes et le côté un peu morbide qu'on peut avoir dans la carte de la mort habituellement. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est cet homme en arrière-plan qui se recueille sur une tombe. Donc on nous parle pas seulement du processus de la mort en tant que tel, on nous parle aussi de deuil. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette perspective aussi de la mort vue sous l'angle du deuil. Et il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont autant de subtilité avec la carte de la mort. Alors dans les cartes de cours, vous avez le page de pentacle qui est assez chouette parce que on exploite aussi le climat dans les cartes. Et ici avec la neige, les lourds rideaux et puis le fait que ce page il soit vraiment très bien habillé pour résister à l'hiver, on nous parle des qualités inhérentes à chaque personnage en fait, à travers le climat, comment ils sont habillés, comment ils se tiennent.
Et ce page de pentacle, il a l'air courageux, il a l'air d'être équipé pour affronter le côté rude de l'existence physique. Et ça nous donne beaucoup d'indices en fait, tout ce qui est sur cette carte pour mieux comprendre les personnages de cours. Et je trouve que c'est assez bien fait, au niveau des subtilités, c'est un jeu qui apporte beaucoup. Après vous avez aussi la reine d'épée que j'aime beaucoup, qui est étonnamment délicate et jeune pour une reine d'épée. Habituellement la reine d'épée, on va plutôt la voir comme une femme d'âge mûr, donc qui a un peu roulé sa bosse, qui va avoir un air beaucoup plus hautain et qui va avoir l'air moins douce, moins délicate, moins naïve. Mais je pense qu'il ne faut pas s'y tromper. Sur cette carte-là, on nous montre aussi une reine d'épée qui a plus de... finalement, un côté plus vénéneux que ce qu'on pourrait imaginer par rapport à juste l'accoutrement qu'elle a. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Ça nous montre aussi le côté ressources cachées de la reine d'épée. Parce que quelque part, elle a quand même une épée dans la main, et puis cet homme qui vient la chercher, ça pourrait aussi nous parler d'une situation où la reine d'épée, elle est suffisamment maligne pour avoir l'air inoffensive, mais au moment où il faut, elle peut dégainer son épée et avoir ce tranchant qui, en règle générale, est un tranchant qui vient de l'esprit. Mais donc je trouve que toutes ces subtilités sont intéressantes par rapport aux cartes de cours. Vous avez aussi son roi, le roi d'épée. Alors celui-là, je l'aime particulièrement parce que c'est ma carte. Quand j'ai réalisé le tirage Speed Dating, qui est un tirage que j'ai créé pour interviewer les jeux, en fait, quand je commence à les utiliser, je suis tombée sur le roi d'épée comme étant ma carte, la carte me représentant. Donc le roi d'épée, ça me convient bien, je me retrouve bien dans cette carte avec cet homme qui écrit, qui a tous ses bouquins autour de lui, donc qui a cette notion de voyage intellectuel avec ce bateau qu'on a aussi sur la carte. Et c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à vivre perché là et pas trop dans les choses ancrées. Et il y a aussi le symbole de la divination avec la boule de cristal. Donc moi il me convient ce roi d'épée, je me reconnais bien dedans et je l'aime beaucoup. Et alors une dernière carte de cours plutôt chouette, le cavalier de bâton. Et là c'est sympa parce qu'on a un personnage féminin mais très androgyne. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup tout au long du jeu, vous avez des personnages très androgynes. Et j'aime bien quand ça floute un petit peu la barrière entre les sexes. Donc on peut facilement, en fait, quand on lit pour quelqu'un aussi, rattacher un personnage à une personne sans forcément que ce soit trop clivant au niveau de l'identification sexuée. Donc ça c'est plutôt sympa. Et alors ce cavalier il me plaît parce que déjà ça se passe en Égypte, vous avez une ouverture qui pourrait être une ouverture d'un temple ou d'une tombe. Égyptienne avec ses hiéroglyphes et on sent que ce cavalier il est en mode je vais profaner quelque chose, on sent qu'il suit sa propre motivation et il s'en fout des règles et donc on a vraiment ce mouvement ce mouvement vers l'avant mais un petit peu rebelle, un petit peu les pieds dans le plat. Et je trouve que les personnages de Starro ont une vraie personnalité et c'est intéressant dans les interprétations qu'on va en faire. Après, dans les autres mineurs, par exemple dans la suite de bâtons, vous avez le set de bâtons qui est sympa parce que dans la signification traditionnelle, habituellement, on est plus dans des personnages qui vont être sur de la défensive, peut-être même un peu attaqués, mais retranchés. Enfin, en tout cas, c'est une carte que j'ai tendance à trouver assez négative habituellement, le set de bâtons. Et ici, j'y vois plutôt une ambition et une résistance et un côté ok, la société n'est pas d'accord avec ce que je propose, mais je vais y arriver parce que j'ai raison. Et en fait, avec l'élévation du personnage et puis les montagnes surtout qui sont derrière elle, on a cette notion d'ambition et de réussite à venir, j'ai l'impression, par rapport à la cime des montagnes. Et c'est plutôt une carte que je trouve encourageante et qui encourage
à tenir bon. Donc j'aime bien cette interprétation de cette carte. Et vous avez aussi dans les bâtons le 10, qui est hyper joli. Et qui... Alors, il y a quand même cette notion du fardeau qu'on a dans le 10 de bâton, avec tous les bâtons qu'elle a dans le dos, mais il y a aussi cette lumière qu'elle tient à la main, donc il y a quand même toujours un côté encourageant et un côté je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Et donc cette lumière qui la guide, les cartes aussi qui vont l'emmener vers son destin. Et puis il y a quand même ce côté nostalgique avec les maisons au loin où on sent qu'elle a dû quand même quitter un univers réconfortant pour s'aventurer dans le monde. Et donc il y a cette dualité entre se réaliser et parfois c'est un peu lourd et long. Mais en même temps, savoir qu'on a fait ce choix consciemment, on a quitté la maison bien douillette pour aller se réaliser dans le monde et il faut tenir bon, même si c'est dur. Alors après, dans les pentacles, j'aime bien le 2 de pentacle. Et on a ce vélo là qui pédale sur l'eau. Et je trouve que c'est une façon très maligne en fait de représenter le 2 de pentacle, parce qu'on a cette notion d'effort et puis cette notion d'effort presque surhumain en fait, quand on dit qu'avec le 2 de pentacle on jongle entre plusieurs choses. Là, essayer de pédaler sur l'eau, c'est vraiment une très bonne représentation de cette carte là. Vous avez le 4 de pentacle. Alors celui-là, je l'aime beaucoup parce que, pareil, comme d'habitude dans ce jeu, on vous montre quelque chose qui est moins négatif ou moins orienté que dans les significations traditionnelles. Habituellement, avec le 4 de pentacle, on va plutôt vous montrer des situations où on va être dans une sorte de pingrerie, ça parle de radinerie, quoi, du fait de mettre de côté, mais avec un côté quand même excessif, souvent. On peut avoir la notion d'épargne, mais il y a quand même un côté assez négatif en règle générale dans le 4 de pentacle dans la plupart des jeux. Et ici, on peut le voir des deux façons, mais surtout moi ce qui me plaît, c'est la présence des livres à l'arrière. Et du coup, j'ai plus l'impression que ça rattache les wagons à, alors certes, une épargne, mais qui peut être lié à un autre domaine et qui peut permettre de se réaliser au niveau de l'esprit, à un niveau intellectuel, de réaliser des projets. Et moi qui suis très branchée écriture, bouquin, c'est une carte qui me parle beaucoup et qui ressort beaucoup. Et en règle générale, toutes les cartes avec les bouquins sortent dans les tirages que je fais pour moi. Et pendant un moment, je pensais même qu'il y avait la moitié du jeu qui avait mis en avant des cartes avec des bouquins. Alors qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a même pas une dizaine, je crois. Et en fait, c'est une thématique qui revient beaucoup dans mes tirages. Donc ça me donne ce côté un petit peu coup de cœur aussi pour ce jeu, le fait qu'il y ait toujours ces petits éléments cachés. Là, les petits bouquins qui font leur apparition sur certaines cartes, je trouve ça très chouette. Alors ensuite, les coupes. Celle-ci, elle est chouette, là, le 2 de coupe. Vous avez les coupes traditionnelles avec cet homme et cette femme. Et puis vous avez la représentation de l'alchimie. Et du coup, ça donne une dimension un petit peu plus ésotérique à la signification traditionnelle, où on voit juste deux personnes qui tiennent leur coupe, qui sont liées. Alors le 3 de coupe aussi il a une saveur particulière parce que dans la plupart des jeux, le 3 de coupe ça va être 3 personnes mais qui se ressemblent quand même et qui festoient ensemble. Et ici, ce que j'aime bien, c'est que c'est 3 femmes qui ont des apparences totalement différentes, qui exercent des métiers différents, qui se ressemblent pas et qu'on n'imaginerait pas se retrouver ensemble pour trinquer. Et du coup, ça apporte une saveur en plus. C'est le côté se retrouver avec des personnes qui peuvent paraître différentes, mais qui font quand même partie de notre tribu. Et donc, j'aime bien cet aspect très ouvert en fait que ça donne à la signification du 3 de coupe.
Et puis alors pour les épées, il y a le 6 d'épée qui est plutôt sympa, qui n'a pas cette vision un peu nostalgique et sombre qu'on peut avoir sur certains 6 d'épée, où on a l'impression des fois qu'on assiste à une fuite, un peu une fuite dans la nuit, où on laisse derrière soi une situation pénible et puis on recalcule la trajectoire. Il y a toujours cette notion de voyage de l'esprit, mais en même temps, j'y vois un mouvement beaucoup plus positif, beaucoup plus déterminé vers l'avant. Et je trouve que c'est un jeu qui, en règle générale, donne beaucoup de pouvoir dans sa propre expérience et qui est un petit peu moins à s'attarder sur le côté lourd de l'existence. Donc j'aime bien cet aspect-là. Et puis le 10 d'épée. Alors cette carte-là, je l'ai beaucoup tirée, cette carte. Et elle est surprenante parce qu'elle fait très moderne en fait. Cet homme, ça pourrait être un de nos contemporains. Je trouve pas qu'il fasse très steampunk en soi. Et on a cette référence en fait au monde du travail qu'on n'a pas forcément dans les autres significations, dans les autres jeux, avec cette sacoche et puis comment il est habillé, on dirait un mec en costard cravate, un col blanc qui travaillerait dans une grande entreprise. Et j'ai beaucoup tiré cette carte par rapport au domaine du travail notamment. Et en même temps elle donne beaucoup d'espoir parce qu'il y a cette aube derrière qui se lève. Mais je la trouve à la fois impressionnante parce qu'il y a la signification des 10 épées plantées dans le dos de l'homme. Mais en même temps, il y a cette saveur apportée par le domaine de l'entreprise ou le domaine du travail qui est quand même beaucoup mis en avant sur cette carte, qui montre que c'est très orienté et puis c'est pas si grave que ça quoi. On va se relever, on va trouver une autre solution. On est plus dans, pour moi, une thématique où on s'est fourvoyé, on n'a pas pris la bonne voie et puis on va pouvoir se relever avec cette nouvelle aube qui arrive et qui va apporter quelque chose de plus significatif, qui aura plus de sens, qui sera plus proche de ce qu'on veut de la vie. Donc vous pouvez voir que dans la majorité des cartes que je vous ai montrées, il y a quand même un côté plus positif finalement que dans d'autres jeux. Ou alors peut-être que c'est moi qui en fais cette interprétation là, peut-être que vous le verrez différemment. Donc ce jeu là je le recommande très souvent quand on veut débuter dans le tarot. Pour moi ça a été vraiment mon jeu avec lequel j'ai le plus tiré les cartes, avec lequel j'ai le plus fait d'exercices de tirage. C'est un jeu qui se lit très bien en fait. On met pas beaucoup de temps à le maîtriser, donc vraiment je le recommande pour les débutants. Et puis je trouve aussi qu'il a quand même cette orientation vers la divination qui ne le coupe pas non plus du développement personnel, donc on peut vraiment faire le pont entre les deux et c'est en ce sens que je trouve qu'il pourrait plaire au plus grand nombre, en tout cas si esthétiquement aussi il vous attire. Donc je vous mets aussi en dessous de la vidéo le lien vers la review que j'ai rédigée de ce tarot parce que je pense que ça vous donnera aussi des indications supplémentaires sur le travail que je fais avec. N'hésitez pas à me dire si vous travaillez déjà avec ce tarot, ce que vous en pensez et comment vous le percevez. Et si vous travaillez pas encore avec, j'espère que ça vous aura donné envie de le découvrir et que vous l'aimerez autant que moi je l'aime. Donc je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.